Le face-à-face. En ce lundi 26 janvier, il est 13h03 et Perico Légas reçoit avec grand bonheur et beaucoup de respect notre confrère et collègue quelque part Stéphane Bureau, journaliste québécois, donc canadien-français, donc québécois, créateur du podcast Contact. Stéphane Bureau, je rappelle que vous êtes un journaliste très expérimenté, que vous avez été correspondant de Radio-Canada aux États-Unis, à Tucson, en Arizona. Ensuite, vous êtes venu en Europe. Vous êtes donc un observateur habilité et patenté sur les liens entre l'Europe et l'Amérique, entre la France et les États-Unis, entre le président Trump et le président Macron. Évidemment, vos avis seront recueillis avec beaucoup d'intérêt. Et je sais que vous êtes, comme dans cette émission et comme dans cette antenne, un adepte du parler vrai, ce qui vous a prouvé. Mon maître Jean-François Kahn, dont je faisais l'éloge vendredi dernier, était aussi un des confidents de Radio-Canada. Avec qui j'ai souvent collaboré. Et il me disait, c'est une radio où on peut dire les choses librement et on peut dire les choses totalement. Bien entendu, vous nous appelez, chers auditeurs, au 0826 300 300. Emmanuel Galasso va recueillir vos appels. Et je ne doute pas un seul instant que l'échange que je vais avoir avec Stéphane Bureau vous incitera à réagir, soit pour donner votre avis, soit pour poser une question, car nous allons approcher cette actualité qui nous tourmente, qui nous perturbe depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avec, entre guillemets, un compatriote. C'est un Français de culture, même si sur un autre continent. Il est important pour nous, Stéphane Bureau, de savoir qu'est-ce que l'on pense au Québec. Vous êtes originaire de Montréal, vous n'habitez plus le Québec, mais vous êtes québécois. Qu'est-ce que l'on pense de ce côté de l'Atlantique, de cette belle province de culture française? Qu'est-ce que l'on pense de la France? Qu'est-ce que l'on pense de l'Europe? Est-ce que vous êtes vous aussi inquiet sur ce qui est en train de se passer sur cette planète? Inquiet rarement, en fait. Je suis plutôt optimiste et je pense que nous vivons, c'est le titre d'ailleurs d'un plateau que j'anime à la télé publique au Canada, nous vivons une époque formidable. Elle est hors gabarit. Je ne pensais jamais être aux premières loges de quelque chose d'aussi intéressant et évidemment un peu anxiogène. Alors, ce qu'on pense... Alors, d'abord, il n'y a pas de « on ». La pensée aujourd'hui est éclatée. Les opinions sont éclatées, sinon souvent polarisées. On le voit avec l'affaire Trump. On le voit en France aussi. Tout est polarisé. C'est vrai aussi du Québec. C'est-à-dire que nous avons souvent des visions irréconciliables des choses. Alors, il y a naturellement, pour ce qui est de la France, une place particulière au cœur des Québécois ou dans le cœur des Québécois. Alors, j'aime pas la mère patrie, même si historiquement c'est vrai, parce qu'on est aujourd'hui bien plus nord-américain que nous ne sommes français, et j'aime aussi dire que nous sommes divisés par une langue commune. On parle la même langue, mais pas tout à fait. Et donc, il y a cet espace français qui existe dans notre fantasmagorie. On aime ce pays, on y vient d'ailleurs beaucoup pour le visiter en vacances parce qu'on a de la famille, parce qu'aujourd'hui, les Français sont aussi très présents chez nous au Québec, vous le savez probablement. C'est une costaude communauté d'expatriés français qui vivent pour l'essentiel à Montréal, mais ailleurs. Donc, une opinion très favorable, évidemment. On suit la politique française à distance, beaucoup moins que la politique américaine, qui est aujourd'hui devenue, alors vous me pardonnerez ce vilain mot que je n'aime pas et qui est un anglicisme, c'est devenu la politique domestique. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment au Québec. Les Québécois, les Canadiens, suivent la politique américaine comme si c'était non seulement une extension de la leur, mais comme si elle précédait leur politique, parce que c'est passionnant, évidemment, parce que c'est inquiétant, parce qu'on est tous à se demander ce que sera le prochain chapitre, et ce prochain chapitre pourrait-il être bienvenu au menu des Américains, parce que c'est la crainte de tous les Canadiens, d'être avalés. Alors, je ne crois pas, moi, à l'idée que les États-Unis fassent jamais main basse sur le Canada, mais on s'en parlait, je pense, rapidement jeudi, vous et moi. La déstabilisation, la fragilisation du pays, c'est certainement inscrit quelque part dans le livre de M. Trump, avec deux cibles. Le Québec, parce qu'il y a une ambition, vous le savez, vers la souveraineté, vers l'indépendance, et c'est de nouveau au programme au Québec. Ça sera inscrit probablement dans notre actualité prochaine. Mais il y a aussi des mouvements... Ne me faites pas toute l'émission en 10 minutes. Vous avez balayé 6 chapitres d'un coup. Mais c'est et je termine en vous disant que... je suis comme ça. Non, mais c'est parfait que vous l'ayez abordé. J'allais vous dire, les Albertains aussi, aujourd'hui, parce qu'on l'oublie, ont cette envie d'indépendance. Et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a soufflé sur les braises de l'indépendantisme albertain, ce qui est très surprenant, mais à ne pas, je dirais, décorréler du discours de Marc Carney la semaine dernière, qui a beaucoup déplu
à M. Trump. Moins qu'au Saskatchewan, peut-être, ou dans l'Ontario. Vous voyez, comme quoi chaque État canadien a aussi ses particularités, ses provinces. Mais il y a vraiment un mouvement, une volonté pour une partie non négligeable de la population en Alberta de faire sécession, parce qu'ils sont très différents des autres Canadiens. Alors, Stéphane Bureau, vous faites allusion à ce particularisme québécois qui sont vos concitoyens, vos compatriotes sont de culture française et sociologiquement évidemment des Américains, avec une très forte influence bien entendu des États-Unis. Et d'ailleurs, lorsque nous nous rencontrons, on voyait bien que vous avez des mœurs américaines sur le plan alimentaire. Voilà. Et en même temps, vous avez un fond culturel français qui vous fait raisonner un peu différemment de quelqu'un de l'Utah, de l'Alabama ou de l'Ontario. ou de l'Ontario. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a eu des politiciens québécois qui avaient proposé le rattachement du Québec tout seul, qui devienne le 50e État. Ils n'étaient pas majoritaires, mais il y a eu cette idée à un moment donné, et si le Québec intégrait les États-Unis voilà, pour devenir non plus une province, mais un État. Mais si on remonte loin en arrière, Benjamin Franklin, un des pères de l'indépendance, a courtisé le Québec en 1770 et espérait que nous nous joignions aux 13 colonies. Ce n'est pas arrivé. Il y avait une église qui était très réfractaire. Et puis, le fait que nous soyons francophones a fait la différence. C'est-à-dire que nous ne voulions pas être avalés. Je faisais allusion évidemment au grand Benjamin Franklin. N'oublions pas que le destin des États-Unis, depuis 1776 avec le marquis de Lafayette, est étroitement lié à l'histoire de France. Et peut-être un jour pourra-t-on retrouver cette cohésion et cette amitié si forte. Stéphane Bureau, aujourd'hui nous sommes dans un moment de tension entre le bloc américain, le président Trump. Le Premier ministre canadien a fait une déclaration extrêmement courageuse qui lui a valu l'exclusion d'ailleurs de ce club de la paix prévu par M. Trump. Il a fait preuve d'insolence et d'insoumission. Est-ce que cette déclaration est, à votre avis, dans la juste voie d'une position équilibrée entre le rapport entre les États-Unis, l'Europe et la situation du Canada au sein du continent américain? Sinon que c'était un appel à l'Europe et à tout ce qu'il a appelé les puissances moyennes à s'unir pour être capable de résister aux hégémonies d'aujourd'hui et à ces superpuissances qui n'ont plus aucun complexe, que ça soit la superpuissance chinoise, russe ou américaine, qui était, nous le pensions, alliée, mais qui évidemment a des intérêts aujourd'hui qui sont présentés de manière plus transparente. Parce que les Américains, on dit aujourd'hui, la règle du droit international a été violée, foulée aux pieds par les Américains. Je dis, ils le font depuis 75 ans. Absolument. Mais en maquillant les apparences. Quand on a bombardé le Cambodge sans jamais lui avoir déclaré la guerre, alors là, il y a eu beaucoup de morts. Parce qu'aujourd'hui, il proclame ça. Avant, c'était dit en... Alors, c'est la différence. Comme dans les rues de Minneapolis, c'est aussi la différence. En d'autres temps, une bavure. Alors, est-ce que c'est vraiment une bavure? Est-ce que c'est choisi d'une certaine façon, ce genre de réaction? Mais on aurait, à tout le moins, temporisé. On aurait dit, écoutez, il faut ce qu'il faut, c'est tendu. L'objectif, évidemment, est de renvoyer chez eux ces gens qui n'ont pas vocation à vivre aux États-Unis. Mais c'est inadmissible ce qui s'est passé. Or, aujourd'hui, dans le théâtre politique qui est mis en scène par Donald Trump, non, ce n'est pas un problème. C'est au contraire la démonstration violente, mais de la volonté implacable de l'administration. Je reviens à ce que Carney a dit, fini la période de transition que nous croyons vivre, nous sommes en rupture. Alors, rupture avec quoi? C'est là que je pose la question. Est-ce que réellement Trump est une rupture? Il en est une sur le côté, encore une fois, transparent. Il fait des choses que les Américains, en d'autres temps, ont fait, mais espéraient ou arrivaient à maquiller, et avec beaucoup plus d'outrecuidance et une gourmandise. Qu'est-ce qu'on reproche, entre autres, à Trump quand il se présente à Davos? Il parle au Gotha de la finance internationale de la même manière que s'il y avait été un meeting politique au Wisconsin. Mêmes éléments de langage, mêmes obsessions. Il ne fait aucune différence parce qu'en tout temps, il ne parle qu'à ses électeurs. À ce plancher béton. À ses clients, j'allais dire. À ses clients. C'est un businessman. Tout à fait. Il les respecte. Il sait comment leur parler. C'est 40-41% d'appui indéfectible. Alors imaginez aujourd'hui Emmanuel Macron qui regarde son vis-à-vis américain qui était à quoi? 14, 15, 16% dans les sondages. François Hollande, guère fait mieux, était lui aussi allé très, très, très bas dans les sondages. Quoi qu'il fasse, Trump est à peu près à 40-41%. C'est extrêmement frustrant de le disqualifier. La seule différence, Stéphane Bureau, c'est que Donald Trump est conscient de son quota électoral, alors qu'Emmanuel Macron pense qu'il en a 51, alors qu'il en a à peine 20. Voilà, c'est la seule différence dialectique qui les sépare. C'est peut-être pour ça qu'il porte des verres fumés, pour teinter sa réalité. Des Ray-Ban en plus. Stéphane Bureau, est-ce que vous considérez que l'Europe, la France,
il y a eu un temps de sidération par rapport au comportement de l'Amérique, de Donald Trump. Tout d'un coup, il y a un sursis, une prise de conscience. C'est tardif ou c'était normal que ça prenne du temps parce qu'on est habitué à cette complicité atlantiste. Et là, tout d'un coup, il y a une fracture. C'est plus notre ami, c'est plus notre allié, c'est plus notre protecteur. Vous pensez que ça a mis du temps à se mettre en place, que il y a eu un délai, un retard au démarrage? Alors, je vais probablement provoquer plusieurs de vos auditeurs, mais je ne sais pas si ça s'est mis en place. C'est-à-dire que on s'est tous réjouis la semaine dernière de ce qu'il avait rétropédalé, qu'il y avait une reculade. Or, on ne sait pas ce qu'étaient ses réels objectifs. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Est-ce que il a réussi une chose, certainement, c'est monopoliser toutes les conversations, faire en sorte qu'à Davos, il n'y en ait que pour le Groenland et un peu pour l'Ukraine, d'ailleurs à l'invitation du président, parce que Zelensky ne devait pas y apparaître. Donc, on s'est tous dit, ben ça y est, on a fait front, on a parlé d'une voix, on a un peu roulé les mécaniques, et il a vu de quoi on était capable, il a reculé. Alors, je ne suis pas absolument certain qu'il ait reculé sur la foi de ce que nous ayons serré les coudes. Alors, évidemment, l'idée qu'on ait suspendu à Bruxelles le traité qui avait été signé, ou en fait sur lequel on s'était entendu l'été dernier, de commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est un peu vexatoire parce que c'était très, très favorable aux États-Unis, à telle enseigne que le Rassemblement national, Jordan Bardella, est monté au créneau en disant ce traité, heureusement, nous l'avons déchiré, traité de servitude, comment il était décrit. Tout à fait. Alors donc, il y a probablement quelque chose qui a peut-être un peu surpris les Américains. Mais je ne pense pas que la riposte concertée, le discours de Macron ou de Carney ait franchement fait peur à Trump. Parce qu'on compare la réponse des Européens à celle des Chinois. Or, les Chinois ne pèsent pas de la même manière sur le destin des Américains que les Européens. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. Mais à cause des terres rares, à cause de cette vulnérabilité extrême pour les prochaines années, oui, les Chinois ont fait plier, mais remarquez la différence. Les Chinois n'ont jamais rien dit, ne se sont absolument pas vantés de leur succès. On continue à en parler. Je reçois Stéphane Bureau. Vous avez vu l'échange, la ferveur de ce journaliste et la pertinence de ses propos. Vous nous appelez au 0826 300 300. Quelle que soit votre question, vous imaginez bien cette thématique vous passionne, relations internationales, l'Europe, la France, les États-Unis, Trump, Macron, quelle que soit votre idée ou si vous avez quelque chose à dire, appelez-nous au 0826 300 300. Stéphane Bureau répondra à votre intervention. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et moi je suis très bien parce que je reçois Stéphane Bureau. Stéphane. En fait, le E a été retiré le jour du matin. On peut dire, voilà, parce que des gens m'ont dit non, on dit Stéphane, non, c'est bien Stéphane. Non, c'est ma mère qui a réalisé que nous étions trop nombreux de Stéphane en 1964. Voilà. Et donc a retiré le E et j'ai été baptisé S-T-E-P-H-A-N. C'est vrai que c'est un prénom qui vient bien à la culture anglo-saxonne, il y en a, et qui est totalement français. Je rappelle que c'est une évolution du mot Étienne. Voilà. Tout à fait. Donc, Monsieur Bureau, vous représentez ici l'intelligence québécoise, l'observation nord-américaine de ce vieux continent. Vous vous souvenez du discours de Dominique de Villepin, ce vieux continent? Oui, le vieux continent qui est un petit peu en souffrance avec le grand allié, avec le grand frère américain qui l'a toujours protégé. Et là, Monsieur Trump nous tape sur les doigts avec des échanges un petit peu virils quelquefois avec nos chefs d'État, notamment le président de la République. On disait tout à l'heure, oui, vous dites non seulement il y a eu un retard au démarrage, mais y a-t-il eu seulement un retard? Vous êtes en train de dire, Stéphane Bureau, que pour l'instant, l'Europe et la France n'ont pas réagi à l'aune de ce qu'elles auraient dû faire par rapport au comportement Non, je dis surtout que pour l'instant, cette petite réaction donne à l'Europe l'impression d'avoir fait peur à Trump. J'en suis pas absolument convaincu. Et s'il a changé apparemment d'opinion sur la question du Groenland jeudi quand il s'est présenté à Davos, je ne pense pas que ça soit parce que les Européens, M. Macron en tête, et ou le premier ministre canadien Carney, aient dit non, c'est terminé. Nous allons nous tenir debout. On se rassure comme on peut. On se rassure comme on peut. Alors, tant mieux. Nous n'avons que le verbe pour l'instant. On va pas envoyer. Et c'est un peu le souci. Et c'est ce que dénonce d'ailleurs Trump. Et ce que faisait avec une certaine arrogance, disons-le, le secrétaire au Trésor Bessent, en disant Monsieur Macron, avant d'essayer de nous épouvanter, s'il vous plaît, d'abord peut-être vous assurer que vous ayez un budget chez vous. Puis ensuite, les Européens, vous partirez peut-être en comité décider de ce que vous ferez et vous reviendrez dans combien de semaines, de mois ou d'années avec une solution. Effectivement, c'est très ironique, mais ils mettent le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire le grand talent à dire les choses, mais les
gestes qui souvent se font attendre. Stéphane Bureau, vous vous souvenez de la déclaration du vice-président américain Vance à Munich? Il vient nous donner une leçon de morale éthique, politique. Quelquefois, à juste titre, il y a peut-être des points qu'il a soulevés qui sont légitimes, qui méritaient d'être signalés. Pour autant, c'est quand même l'Europe est en train de renier ses serments, ses valeurs. C'est nous, les Américains, qui sont les porteurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Hallucinant. D'ailleurs, ça avait fait scandale, ça avait traumatisé la classe politique. Oui. Alors, je pense que sur la question, par exemple, de la liberté d'expression, ils tenaient quelque chose. Le problème, c'est qu'ils sont en train de faire la démonstration de leur côté qu'ils n'y croient pas davantage. C'est-à-dire qu'ils ont longtemps, au cœur de la promesse de Donald Trump, c'était de libérer la parole et de dire cette liberté d'expression qui est menacée, et je crois qu'ils avaient raison, il faut la protéger. Or, aujourd'hui, ils la battent en brèche de leur côté, c'est-à-dire que la liberté d'expression est toujours à géométrie variable selon que le point de vue exprimé fait notre affaire ou non. Et en ce moment, les Américains, Trump, n'est pas parfaitement favorable à la liberté d'expression quand ce qui est dit lui déplaît. Est-ce une valeur philosophique pour eux? C'est une valeur fondamentale. Mais alors, c'était vrai dans leur discours d'hier. Aujourd'hui, je le répète, elle est à géométrie variable. Quand ce qui est dit en phase 2 ne fait pas leur affaire, ils veulent les faire taire. Ce sont des radicaux d'extrême gauche, toute personne qui ne pense pas comme eux. C'est malheureux et débile. Mais quand il est venu faire la leçon aux Européens, je pense qu'il avait raison de le faire et je pense qu'on tient pour acquis ici quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression et qui, pour autant, n'est pas toujours dans les faits avéré. Mais Stéphane Bureau, ça a ouvert un débat constructif et passionnant sur les thèmes qu'il a soulevés, même s'il y en a et celui de la civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? J'ai besoin que vous me disiez, c'est une question, je ne vais pas dire qui me hante, mais qui traverse beaucoup nos esprits. Est-ce que les citoyens du Nord-américain, toutes nations confondues, le Canada, les États-Unis, est-ce que dans cette société, dans cette sociologie, il y a des gens qui considèrent que les GAFAM, alors que c'est le territoire d'origine, les GAFAM sont un danger pour le libéralisme, pour la liberté, cette espèce de mainmise d'une forme de capitalisme sur nos consciences, sur nos esprits? Est-ce qu'il y a aussi cette préoccupation de l'autre côté de l'Atlantique? Alors, je vous fais deux réponses. D'abord, vous disiez... en Amérique, là où il y a tous ces pays, d'une certaine façon, vous parliez du Canada et des États-Unis, mais je vous fais l'hypothèse qu'il y a plusieurs pays aux États-Unis. On parle des États-Unis, et c'est vrai. On ne pense pas en Californie comme on pense en Louisiane. On ne pense pas au Texas comme on pense en Oregon. Donc, il y a plusieurs... Merci de cette précision, parce que le fédéralisme est une valeur mal comprise en France. Le fédéralisme, il est réel aux États-Unis. Et je vous dirais qu'il est même morphologique, c'est-à-dire au Canada aussi. Morphologique et géologique. On passe d'un État à l'autre, et des fois, sur une distance très courte, on voit qu'on n'est plus exactement dans le même paysage, dans la même géographie. Au Canada, c'est la même chose avec des provinces plutôt que des États. Alors, à la deuxième question, ou à la première que vous posiez, évidemment, il y a plein de gens qui sont extrêmement alarmés de ce qui se passe, de ce que ce sont des États dans l'État qui se sont créés avec les GAFAM, des puissances qui... c'est avéré aujourd'hui, sont plus puissantes que bien des petits pays, bien et sûr. Même des puissances moyennes. Et derrière tout ça aussi, c'est la question de l'intelligence artificielle, parce qu'au cœur de la politique de Donald Trump et de ceux qui l'entourent, en particulier son czar des cryptos, David Sacks, c'est cette idée qu'il ne faut absolument pas réglementer l'intelligence artificielle, que la seule façon de gagner cette compétition, cette course aux armements, contre les Chinois particulièrement, c'est en ne bridant pas, sinon à minima, les grands acteurs de l'intelligence artificielle, avec tous les risques. Et il y a chez nous à Montréal, Yoshua Bengio, qui est un des grands penseurs de l'intelligence artificielle, une des têtes, et qui lui fait partie des pessimistes, qui dit le génie est probablement sorti de la bouteille, nous sommes à risque, peut-être même comme espèce. Vous en convenez vous-même, Stéphane Bureau? J'aimerais avoir la compétence pour faire ce genre de prophétie. Ce que je peux... Vous observez en tout cas le phénomène. Évidemment. Et ce que je peux avec certitude vous dire, c'est que les Américains comme les Chinois sont convaincus d'abord qu'il n'y aura jamais de rattrapage pour les autres acteurs. Alors quand en France, en Allemagne ou ailleurs, on dit il faut investir pour rattraper... Oui, l'écart est trop fort aujourd'hui. Et ça sera verrouillé derrière. Ça sera un monopole technologique. Les technologies appartiendront aux Américains et aux Chinois. Et je pense qu'il n'y aura que très peu de place, sinon aucune, pour tous ceux qui n'ont pas pris le bateau à temps. Le vrai Big Brother serait là, finalement. Complètement. Et je pense que c'est non seulement un avantage concurrentiel en termes de commerce, c'est un avantage concurrentiel en termes de domination du monde, militairement parlant aussi.
Vous écoutez ce que dit Stéphane Bureau, c'est passionnant, c'est pas forcément rassurant, c'est pertinent et ce sont des propos qu'on n'entend pas toujours forcément de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous restez avec nous sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Stéphane Bureau sera tout à fait ravi de répondre à vos inquiétudes, à vos interrogations, à vos considérations, parce que, auditeurs de Sud Radio, vous êtes comme nous, vous êtes passionnés par ces sujets, on a envie de savoir surtout à quelle sauce on va être mangé et comment va finir ce grand bal. Est-ce qu'on va faire une grande ronde autour de l'Atlantique ou est-ce qu'on va se regarder en chien de fusil encore pendant quelques temps? A tout de suite, vous nous retrouvez sur Sud Radio dans quelques instants. Ça s'est passé dans les vrais... Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Stéphane Bureau sur Sud Radio. On attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane Bureau, vous regardez ça. Alors vous êtes en France, hein, j'entends bien, mais avec l'œil d'un observateur et d'un journaliste donc du continent américain. Je tiens à cette dimension parce que votre vision, oui, elle est de là-bas. Ça va se finir comment? Qu'est-ce qu'attend Trump? En fait, si on voulait lui faire plaisir, il attend quoi? Il n'attend pas la dissolution de l'Union européenne, il attend une soumission telle qu'elle était jusqu'à présent, ou au contraire, en bon monarchiste qu'il est, il voudrait larguer l'Europe et ne plus s'occuper, ou il veut quand même garder un contrôle. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'ambition à bousiller toute l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Europe. Il y a certainement cette ambition à marquer l'histoire durablement. Je crois qu'on sous-estime, alors il y a la vanité du personnage, mais on sous-estime beaucoup justement dans cette vanité l'envie qu'a Donald Trump de marquer, par-delà ses grands coups de gueule, de marquer l'histoire. Et pour eux, c'est cette idée, alors quand ils parlent d'effacement civilisationnel de l'Europe, quand J.D. Vance vient faire la leçon aux Européens sur ce que devrait être leur orgueil civilisationnel. Je pense que pour Trump, c'est l'idée d'avoir été l'amorce d'un réveil. Alors, certains diront, mais ce réveil, il est odieux, c'est un réveil de l'intolérance, mais pour Trump, il y a certainement ce souhait. Alors, je crois que ce n'est pas du tout de mettre un terme aux relations avec l'Europe. Soumission plus grande. Entre vous et moi, les Américains ont toujours su se faire bien entendre en Europe. Récemment, je rappelais qu'on parlait de l'administration Biden comme de cette administration bienveillante qui avait à cœur les relations transatlantiques, mais qui a bousillé, qui a fait un coup de jarnac terrible à la France, le contrat des sous-marins avec l'Australie. Mais c'est énorme, c'est énormissime. Et à chaque fois que je rappelle, on dit « oui, mais... » Je dis « écoutez, c'était signé. Nous étions là-bas, en Australie, acquis. C'était la fierté de la France et c'était une très, très, très belle affaire. Et du jour au lendemain, les Australiens, avec l'appui des Britanniques aussi d'ailleurs, négocient avec les Américains qui viennent à ravir le contrat. Et on dit, c'était de bons alliés alors? Non seulement ça, mais même l'affaire Alstom et le fait de pousser l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais votre avis. Est-ce que Trump, son obsession, qu'on dit, mais à quel juge joue-t-il? Est-ce que c'est pas un agent russe, son obsession? Son obsession, c'est bien que Poutine n'aille pas dans les bras de Xi Jinping. C'est de garder plutôt la Russie dans l'ère occidentale plutôt que de la pousser dans les bras de l'Asie. Je rappelle que ça a déjà été un projet partagé par l'Europe et, enfin, je pense jamais vraiment par les Américains, de faire en sorte que la Russie puisse participer à une logique, à tout le moins, de marché européenne. De l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Bien entendu. Et aujourd'hui, c'est irrecevable comme idée. J'ai eu des conversations avec d'anciens diplomates français qui, en privé, vous confirmeront que oui, mais ça a été saboté par les Américains qui ne voulaient rien entendre. Et il y a une détestation primaire des Anglais à l'endroit de la Russie depuis 2 siècles. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à la Russie. Elle est ce qu'elle est. Elle est clairement la nation qui a agressé l'Ukraine dans le cas qui nous intéresse. C'est clair. Mais il y a des rendez-vous peut-être aussi qui ont été loupé avec la Russie. Stéphane, ça ne s'invente pas, nous avons Stéphane, qui nous appelle de Romans-sur-Isère. Bonjour Stéphane, c'est comme ça que je dois prononcer ou non? Stéphane? Oui, bonjour monsieur Vegas, oui, c'est comme ça Stéphane, oui. Bonjour Stéphane. C'est la même racine patronymique, hein, je veux dire, Stéphane. C'est Stéphane? C'est une façon de dire Stéphane? Non, Stéphane, c'est typiquement d'origine serbe. D'accord. Oui, je veux dire, mais c'est Étienne quand même au départ. Oui, on peut, Voilà. Bah, on peut remonter un petit peu, mais non, mais enfin, oui. Alors, on écoute votre question à Stéphane Bureau. Stéphane. Bah, après, c'est pas forcément, on va dire, une... Non, mais votre observation. Oui, bah, après, c'est pas forcément une question, c'est plus, on va dire,
un avis plus global, plus général de la discussion que vous avez en ce moment. Quand vous évoquez des gens, notamment comme J.D. Vance et la vision qu'il peut avoir pour les États-Unis, vous parliez de Trump tout à l'heure, mais je pense que la venue de Trump pour les États-Unis, il y a quelque chose de beaucoup plus structurel en fait qui se met en place. Et je pense que l'avenir des États-Unis, si vraiment, en tout cas, je l'espère, sera aux côtés de J.D. Vance, parce que je pense que il va faire partie des grands de ce monde, et je considère ce gars-là comme ceux auprès desquels moi je me revendique, c'est-à-dire des vrais nationalistes conservateurs, comme peuvent l'être des Poutine, comme peuvent l'être des Georgescu, si on l'avait pas empêché de devenir président justement de la Roumanie, des gens comme ça, et qui s'inscrivent dans une logique vraiment nationaliste. Et Orban, je suppose, et le Premier ministre hongrois aussi, vous le mettez dedans, je suppose, dans ce lot. Viktor Orban. Oui, Viktor Orban aussi, mais il y a vraiment chez J.D. Vance, notamment aux États-Unis, cette volonté en fait de remettre le vivant et je dirais et les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales au sein de la société, comme ce que fait Poutine, comme ce que voulait faire Georgescu, et je pense que c'est vers ce type de personnes qu'il faut aller justement voter. Donc, Stéphane, excusez-moi, vous entendez le message de ces gens-là, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous le recevez, ce message. Surtout, et je m'y retrouve, parce que le problème de la France et le problème on peut parler après pérorer pendant des heures sur les problèmes, les relations internationales et autres, mais je pense que le but principal et la vision principale et ce vers quoi il faut qu'on tende tous, c'est justement de remettre au sein de la société, déjà qu'on arrête d'avoir à la bouche le mot laïcité, parler de véritable identité de la France qui est chrétienne, catholique, qu'on est vraiment au pouvoir des gens nationalistes conservateurs qui n'ont que pour but seul l'intérêt de leur propre pays. Ce que font Poutine, ce que probablement va faire J.D. Vance, ou des gens comme Georgescu auraient pu le faire à la place de Signon. Compris. Et ce que faisait De Gaulle à l'époque. Donc c'est vers ces gens-là, et notamment pas des gars comme le RN ou des Reconquêtes, pour moi qui sont des patriotes en carton. Donc Stéphane, vous croyez au je vais le résumer comme ça, vous croyez au néo-conservatisme, ce sont des valeurs qui vous parlent. Je vais demander à... Non. Non, pas du tout. Si on parle de néo-conservatisme, moi, ça, c'est pas du tout. Alors, d'accord, apportez la nuance, parce que c'est... Surtout dans le registre américain, le néo-conservatisme dit quelque chose de très différent. Non. Le néo-conservatisme, pas du tout. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans le nationalisme conservateur. D'accord. C'est-à-dire... Ok, mais c'est encore plus clair. C'est l'intérêt de la France, où on n'est pas assujetti. Parce que si vous me parlez de néo-conservatisme, c'est la démarche que CNews peut avoir, justement, de soumission encore aux Américains. Vous voyez, c'est pas dans cet aspect-là que moi je m'inscris. C'est ce que pouvait être le général de Gaulle. Compris. Stéphane Bureau, la réaction de Stéphane. Beaucoup de choses. D'abord, il faut quand même rappeler que Vladimir Poutine aime dire que Moscou est la troisième Rome, donc il incarne quelque chose d'une tradition qui peut-être se serait effacée ailleurs en Europe. Et c'est pas un accident s'il le fait. Sur J.D. Vance, là aussi, c'est un choix conséquent qu'a fait lors de la convention républicaine Donald Trump en juillet 2024. Il ne choisissait pas un colistier, il choisissait un dauphin. On pense que l'horizon de Trump commence et s'arrête avec lui. C'est peut-être la seule exception. Le choix de J.D. Vance, c'était aussi de dire il y a quelqu'un qui pourrait me succéder et incarner ce que j'essaie de faire, la révolution qu'il pense incarner, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez révolutionnaire. Certains diront contre-révolutionnaire, c'est la thèse de Bob Côté. Même si Marco Rubio, on le sent à la guet aussi. Mais alors, je crois qu'ils sont dans deux clubs totalement différents. C'est pour ça. Rubio n'est pas du tout de la même eau que J.D. Vance. On est bien d'accord. C'est aussi une des choses que fait avec talent Trump, c'est comme le cabinet de Lincoln, on disait, c'était, est-ce que c'était a bunch of rivals ou a cabinet of rivals, cette idée qu'il avait mis des gens qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Divisé pour me régner. Alors, en effet, et il y a un peu de ça dans la logique de ce cabinet. Et Rubio et Vance, alors en apparence, s'entendent bien. Puis je pense que les deux sont beaucoup trop futés pour donner l'impression qu'il y a quelque chose comme un conflit, mais c'est deux visions du monde très différentes. Mais on verra au primaire. Et Vance est certainement philosophiquement celui de Trump. Complètement. Et je dirais même que c'est lui qui vient protéiner les approximations
de Trump. C'est-à-dire que c'est lui qui structure. Celui qui a su, pendant la campagne, d'ailleurs, expliquer les coups de gueule de Trump. À chaque fois que Trump sortait, par exemple, sur cette histoire des immigrants qui bouffaient des animaux domestiques. Alors, qu'est-ce qu'a fait Trump? C'est improbable d'essayer de justifier et d'expliquer. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est une provocation pour rappeler à tous que le problème central de cette campagne devrait être celui de l'immigration. Donc il reformule les aberrations de Trump de façon acceptable. C'est un rôle dialectique très important. Absolument. Et plus encore, je pense qu'il a, lui, une vision beaucoup plus idéologique que celle de Trump, qui a un instinct puissant. Rappelons quand même que Trump n'est que le symptôme de quelque chose qui le dépasse. J'emploie toujours la même image. Il fait du surf sur un puissant tsunami. Alors, y a-t-il du nationalisme conservateur dans le Trumpisme? Il y en a plein. Mais je pense que c'est le... Donc l'observation Stéphane, quelque part, elle correspond à une réalité. Oui. Et J.D. Vance l'incarne, il a parfaitement raison. Alors évidemment, il y a une réaction vive, parce que c'est considéré comme une vision patriarcale, frontière raciste. Frontière raciste, amusant comme formule. Mais il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de réactions. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment... live en direct tous les jours au Minnesota, parce que le Minnesota est l'incarnation depuis 75-80 ans aux États-Unis du progressisme. C'est d'ailleurs une immigration scandinave. C'est une tradition ouvrière et agraire puissante, avec des politiques... Donc c'est un État de gauche, on va dire. Parmi tous les États américains, c'est celui qui est le plus à gauche. C'est le plus haut ratio de demandeurs de statut de réfugiés par habitant dans l'ensemble du territoire américain. Ah, c'est pour ça qu'il est dans le collimateur de l'ICE et de... Il y a aussi cette histoire liée à la communauté somalienne, cette histoire de corruption, de malversation. On parle de 250 millions d'argent fédéral qui aurait été volé, détourné, peut-être même d'1 milliard. À Davos, la semaine dernière, Trump était rendu à 19 milliards. Ça choque l'opinion américaine, ça, ou non? Oui, tout à fait, ça a choqué. Plus que chez nous, ça choquerait, on sait aujourd'hui. Les dimensions de l'affaire. Les gabegies. C'est de la gabegie, mais au cube. On parle vraiment de quelque chose d'énorme, mais évidemment, c'est devenu aussi l'incarnation d'une immigration mal, ou sinon pas du tout contrôlée, parce que ça serait le fait que des Somaliens. Alors, ça fait dire au Trump, et c'est extraordinaire comme formule, vous imaginez, à Davos, il dit... Les Somaliens, finalement, sont moins cons qu'on ne l'aurait présumé, parce qu'ils nous ont bien roulés. Mais ça, c'est le compliment façon Trump. Ça, c'est du Trump pur. Oui. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes sur Sud Radio avec Stéphane Bureau. L'échange est passionnant. On y apprend des choses qu'on n'entend pas souvent sur les médias français. Vous allez revenir souvent, Stéphane Bureau, sur Sud Radio. Vous nous retrouvez dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et on répondra à vos questions ou on écoutera vos observations telles qu'on vient de faire jusqu'à présent. À tout de suite. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio et je reçois Stéphane Bureau, journaliste québécois, créateur du podcast Contact, qui a été correspondant du Canada, de Radio-Canada aux États-Unis, donc il connaît bien la société nord-américaine et là il est en France depuis quelques années et très à l'écoute et très expert, y compris sur notre politique intérieure, et je me demande si avec votre recul vous ne seriez pas plus compétent et plus fin dans vos observations que certains commentateurs français. On en reparlera une prochaine fois quand on vous réinvitera. Plus fin, j'en doute, mais peut-être que je pense ailleurs sur le spectre. Et c'est très intéressant, Stéphane Bureau, d'avoir vos paramètres, vos codes, votre sens de l'observation par rapport à d'autres enjeux. En tout cas, vous êtes là, au milieu de l'Atlantique aujourd'hui, pour faire une image, une métaphore, entre ce qui se passe dans la société américaine, au Canada, en France, en Europe. On a vu que, il reste encore beaucoup à faire et que pour l'instant, le président Trump n'est pas très inquiété. Je voudrais qu'on parle du Québec, la belle province de culture française que nous avons perdue lorsque nous avons abandonné sur les plaines d'Abraham. 1759. 1759, voilà, c'était Monsieur de Montcalm qui représentait la France et on avait conclu que le prix du château de Versailles avait valu la perte, comme disait Voltaire, de ces quelques arpents de neige. Qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez resté français? Peut-être qu'on se porterait mieux. Voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour il y aura une forme de réunification, au moins culturelle, pas nationale, bien entendu. Peut-être qu'on regarderait la télévision française chez nous là-bas, comme on le fait en Guadeloupe ou en Martinique, pensant que la métropole, c'est Paris. Alors aujourd'hui, la métropole, ce n'est plus Paris. Alors, est-ce qu'on a une patrie commune? Non, mais enfin, disons qu'on a une matrie, vous voyez. Tout à fait. Une matrie commune, voilà. D'ailleurs, vous-même, les bureaux, est-ce que vous connaissez votre origine géographique en France? C'est le Poitou?
Je pense que c'est peut-être le Poitou, mais la généalogie et moi, on fait franchement pas bon ménage. Il y a encore beaucoup de bureaux dans le Poitou et je sais que beaucoup de bureaux... Alors, je pense que, mais par-delà tout, j'ai passé 2 ans et demi de ma prime jeunesse avec mon papa à Lyon. J'ai passé mes premières années d'enfance ici. Donc, mon père faisait son doctorat à l'université à Lyon. Donc, vous avez aussi un enracinement français. Bien évidemment. Alors, chers frères québécois, et moi je suis basque, vous voyez, donc je me mets dans le imaginer. lot. Mais on a traversé l'Atlantique avec des bateaux et on est allé sur les côtes du Canada depuis très longtemps. Il y a une île aux Basques chez nous. Mais tout à fait. Donc voilà, nous partageons des valeurs et en tout cas peut-être un passé commun, voire un destin commun. Comment le Québécois que vous êtes, même si vous êtes en France, comment vous voyez la France? Vous la trouvez affaiblie? Vous l'avez connue glorieuse, grande, généreuse. Vous la trouvez un petit peu malade? Là, est-ce que vous avez mal à la France? Si je peux me permettre de vous poser la question comme ça, répondez en toute franchise et parlons vrai. Vous n'êtes pas obligé d'être désobligeant. Vous pourriez dire, voilà, oui, j'ai une petite inquiétude. J'ai fait le choix d'être ici, de vivre ici, de passer du temps ici, de bosser ici, parce que c'est un pays que j'aime d'amour et c'est un pays qui s'aime très mal. C'est-à-dire qu'on aime le détester, on aime dire qu'il est misérable. C'est entendu et répété. Je peux comprendre parfaitement les raisons. Politiquement, il faut simplement regarder les dernières semaines, sinon les derniers mois, pour se dire, c'est pas possible. 4 mois de débat pour accoucher de ce budget de compromis, c'est le ratatinement de la volonté politique. Alors, je comprends que M. Lecornu, avec un génie certain, a réussi à manœuvrer entre toutes les mines qui étaient devant lui. Mais le total, c'est que c'est un pays, 4 mois où on n'a rien fait d'autre que de parler de budget. Et c'est quand même assez basique que d'avoir un budget. Alors, si on exclut, et c'est fondamental, la question politique, ça reste un pays formidable. C'est un pays où on peut encore penser, c'est un pays où on aime penser, c'est un pays où la langue claque, elle claque bien, où on continue à réfléchir, je pense sincèrement. Merci, mais toutes ces choses comptent, et où le débat est vif, où il est possible d'ailleurs de s'engueuler et ensuite aussi d'être amis. Oui, pas toujours. Hein. Vous avez vu à l'Assemblée, quelquefois, il y a des tensions qui sont loin de l'amitié. Je le conçois, et je conçois qu'il y a des tensions politiques qui soient irréconciliables et qu'il n'y ait pas d'amitié possible, et du respect peut-être. Alors, il y a plein de raisons d'aimer la France, mais... Enfin, comme je le dis souvent, si la France était aussi grande qu'elle sait parler, ça serait la première puissance au monde. Mais malheureusement... La grenouille, le bœuf français. Stéphane, alors il y a un Basque qui reçoit un Québécois. Il était normal que quelqu'un nous appelle de Catalogne. Hein. C'est Claude qui nous appelle de Perpignan. Oui, bonjour Claude. Oui, bonjour Perico. Bonjour Stéphane Bureau. Bonjour. Une question courte pour Stéphane Bureau. Et si, par exemple, Trump voulait annexer le Canada, mais avec un statut spécifique pour le Québec, qu'est-ce qui se passerait? Mais dans un premier temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit ni au Québec, ni au Canada pour être absorbé. Et comme je le disais en début d'entretien, je pense que le projet Trump, c'est plutôt de faire éclater le Canada ou de le fragiliser pour mieux négocier avec lui. Ce n'est donc pas un hasard, je me répète, mais si M. Bessent, le secrétaire au Trésor, jeudi dernier, soufflait sur les braises du sentiment nationaliste albertain, en disant, si les Albertains voulaient choisir l'indépendance et qui sait peut-être devenir un État américain, on les accueillerait parce qu'ils nous ressemblent, ce sont des conservateurs, il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, c'est un État richissime, ou une province richissime, éventuel État américain. Donc, quand on parle du 51e État, c'est pas nécessairement le Canada avalé d'un coup. Et pour le Québec, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a à Washington quelqu'un qui ne jouerait pas la carte Canada s'il y avait une campagne référendaire. Rappelez-vous qu'en 95, enfin, je ne sais pas si vous vous en rappellerez parce que c'est un petit peu local, mais quand le Québec a choisi de tenter l'aventure de la souveraineté avec le référendum, Bill Clinton était venu à Ottawa plaider la cause du Canada. Alors, on ne parlait pas d'ingérence, mais ça en était évidemment parce que les Américains, historiquement, ont toujours été attachés au Canada fort et uni. Aujourd'hui, je pense que Trump, même s'il n'est pas du tout informé sur le projet nationaliste québécois, se réjouirait, et il y a certainement autour de lui de ses conseillers qui savent que ça sera une option bientôt, d'ailleurs, au calendrier électoral. Il est très probable que le Parti québécois qui incarne ce référendum soit élu d'ici octobre prochain, avec la promesse de tenir un référendum, un 3e. Alors, il y a ce paradoxe, un président qui ne serait pas opposé, qui ne jouerait pas contre les forces souverainistes, mais
le chef du Parti québécois, qui, ni de près ni de loin, ne veut être associé à Trump. Alors, parce que c'est un repoussoir. Les Québécois ont une réaction épidermique. Il y a une unanimité, mais à 80%, d'opposition viscérale à Trump au Québec, parce qu'on incarne aussi un certain progressisme. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fans au Québec. Il y a une base de gens qui apprécient Trump. Mais... De là à devenir citoyen américain, c'est autre chose. Stéphane Bureau, on n'est pas à un paradoxe près. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les 2 référendums, en 60 et surtout en 95, toute l'élite politique française était à la délégation du Québec, oui, rue Pergolèse, pour célébrer le référendum qui était attendu comme une victoire. Et il y avait dans l'assistance, je me souviens de Michel Rocard, Philippe Séguin, de profonds jacobins français qui considéraient que le fait que la Bretagne, la Corse, le Pays Basque aient pu avoir un statut particulier, c'était inadmissible. C'était la France unie et indivisible. Par contre, on était tout à fait d'accord pour disloquer le Canada et que l'indépendance du Québec aurait été quelque chose de profondément légitime. Vous trouvez ce double discours assez paradoxal ou non? Je vous dirais que le Canada a reconnu l'indépendance du Kosovo sans aucun souci, alors qu'une bonne partie de la communauté internationale ne l'a pas fait, sans jamais se soucier de ce que ce précédent accordé au Kosovo pourrait aussi peut-être être applicable au Québec. Bien sûr. Donc, on n'est pas une contradiction près dans la famille ou dans les familles politiques, sinon que Vive le Québec libre de Gaulle retentit encore très fort au Québec, a été revisité et un peu corrigé par l'actuel premier ministre, M. Legault, qui, à la faveur d'un voyage au printemps dernier, disait, en fait, c'était pas un appel à l'indépendance que lançait le général de Gaulle quand il était sur le balcon de l'Hôtel de Ville à Montréal. C'était plutôt une manière de dire, prenez votre destin économique en main. Alors ça, c'est du révisionnisme, je vous l'assure. Oui. Non, on pense bien que le général de Gaulle savait très bien avait autre chose en tête. Voilà, et que ça a créé une rupture diplomatique assez violente. Il est remonté sur le bateau le soir même pour rentrer à Paris. Pour autant, est-ce qu'il faut continuer à, rêver de cette collusion québéco-française aujourd'hui dans ce tourment? Est-ce qu'il y a des raisons justement de dire, écoutez, on n'a pas à la rêver. Nous gardons des valeurs communes sur la liberté, la démocratie, et que l'Europe doit être une amie de l'Amérique. Je veux dire, est-ce qu'on peut se dépasser ces clivages d'aujourd'hui? Mais je dirais, on n'a pas à la rêver, cette collusion franco-québécoise, parce que c'est une relation unique et particulière. Le délégué général du Québec a le statut d'ambassadeur, alors que nous ne sommes pas un État. C'est un cadeau qui a été consenti par le général de Gaulle. On a vraiment pignon sur rue à Paris. Il y a des échanges forts et nombreux entre les deux, je vais dire non pas pays, mais les deux gouvernements. Une représentation aujourd'hui nationale française au Québec, ça compte. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers, sinon peut-être même davantage, 100 000 et plus Français qui vivent au Québec. C'est plus du tout mystérieux, le Québec, aujourd'hui, en France. Quand on m'entend, alors évidemment, on reconnaît mon accent au premier coup, mais c'est pas rédhibitoire comme ça l'a déjà été. Il y a une époque où on ne comprenait rien à ce qu'on disait. Parce que l'oreille française... dans certains évidemment, parce que l'oreille française n'est pas musclée. Alors, en Gaspésie, c'est vrai qu'en Gaspésie, on a du mal à comprendre. C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, et parfois même entre nous, il y a quelques difficultés. Stéphane Bureau, merci pour votre précieuse présence à cette antenne. Je conclurai par vive le Québec, vive la France. On va pas aller au-delà, mais ça a décidé. Et je vous attends pour continuer cet échange, parce que nous aurons certainement d'autres informations et d'autres configurations à décrypter avec votre pertinence, votre intelligence et votre culture. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Et là, c'est vive Brigitte Lahaye Libre qui va nous parler de sentiments et de tendresse.